alors? Eh ben ça y est, le satellite Septime est placé sur son orbite, nous n'avons plus qu'à le téléguider. Oui, et si ça rate? Nous ne risquons rien. Et pourtant, elle tourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. Alors la dernière fois quand on s'est quitté, on a fermé la page des satellites de météorologie et tu nous as promis de nous parler la prochaine fois, donc cette fois-ci, des satellites d'observation de la Terre. L'observation de la Terre, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans tous les médias, la télévision, la radio, la presse écrite, changement climatique, réchauffement de la Terre. On en parle pratiquement tout le temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, que vient faire un satellite d'observation de la Terre dans ce domaine-là? En d'autres termes, ça sert à quoi, un satellite d'observation de la Terre? Alors, c'est relativement facile à te répondre. Alors, faut bien voir que nous ne sommes pas les premiers à les observer. Quand on a commencé, nous avons débuté 350 ans avant l'ère de Jésus-Christ avec Aristote. Donc, il y a plus de 2 millénaires que la Terre elle est observée par tous ces moyens. Mais c'est surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'observation de la Terre, vue de l'espace, a pris toute sa forme, a pris toutes ses formes. Alors, je vais même citer une anecdote de notre astronaute national, Thomas Pesquet. Quand il est arrivé là-haut, il a dit « La Terre n'est-elle pas un vaisseau spatial avec 7 milliards de passagers ?» C'était beau. C'est sûr qu'il a pris ce ton-là? Connaissant un peu la manière dont M. Pesquet se met en valeur, je pense que je ne dois pas me tromper. Et pour survivre, elle n'a pas de plan B. Or, il faut la préserver. Et pour la préserver, il faut l'observer. Voilà ce que nous apportent les satellites d'observation de la Terre, comme tu l'as dit tout à l'heure, concernant la climatologie et ainsi de suite. We can map the world from space, and we can update the maps as the world changes. Le changement climatique est au cœur des préoccupations de nos sociétés. Et le spatial, c'est le moyen de comprendre ce qui se passe sur Terre. On a une très longue histoire, une tradition de coopération internationale au niveau du spatial. Et aujourd'hui, on coopère avec plus de 70 pays ou organismes internationaux. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Terre vit, ou le vaisseau Terre même, je vais reprendre un petit peu Thomas Pesquet, le vaisseau Terre vit sous le regard constant des satellites qui l'observent. Et ces satellites, que font-ils? Ils la dissèquent, étudient toutes ses caractéristiques physiques, son atmosphère, ses océans, ses terres émergées, l'océanographie. Dans l'océanographie, d'ailleurs, ce qui est très, très curieux, c'est qu'on parle de glace de terre et de glace de mer. Alors pourquoi des glaces de terre, glaces de mer? Il suffit de regarder les glaciers dans nos Alpes françaises et il suffit de regarder la fonte de l'Antarctique actuellement qui est dramatique. Donc, à partir de toutes ces données, il y a une étude profonde du changement du climat sur l'ensemble de la Terre. Et ces satellites d'observation de la Terre apportent beaucoup pour la sécurité des gens, enfin des terriens, je dirais. Je suis un peu gêné pour trouver le bon mot, parce que c'est plus que la sécurité. Il y a la sécurité des terriens qui est prise en compte par les satellites d'observation de la Terre. Leur survie, pratiquement. C'est leur survie, c'est exact. Général, qu'en est-il des satellites russes? Si on n'y a pas accès, Interceptor est presque sûr d'échouer. Pour l'instant, nous ne pouvons rien y faire. Priez pour que le président les convainque de nous en laisser le contrôle. Le sort de la planète en dépend. Alerte à la population. Alerte à la population. Ceci est un message. Si on continue à avoir autant de précision, avec les satellites d'observation de la Terre, on pourra déterminer avec peu d'erreurs les grands cataclysmes comme les tremblements de terre. Alors il faut savoir aussi que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, à chacun son opinion, les satellites d'observation de la Terre sont utilisés par les militaires dans un tout autre but que le changement climatique. C'est même eux qui, au départ, ont commencé à les concevoir et à les utiliser, non, les militaires? Comme toujours, d'ailleurs. Les premiers à s'être inquiétés, c'est le général Eisenhower, quand il était président des États-Unis, qui avait peur du développement nucléaire de l'URSS et qui a fait mettre en place un système d'observation de l'URSS pour voir où ils installaient leur base nucléaire, d'ailleurs.
Et ce premier système, c'était un avion, puisque c'était avant le premier satellite, qui s'appelait l'U-2. Et le premier vol a eu lieu en 1955. C'est un avion qui volait à 22 000 mètres d'altitude. Donc, à l'époque, cet avion ne pouvait pas être détruit par des chasseurs russes, pour une raison simple, c'est que les chasseurs russes ne montaient, eux, qu'à 12 000 mètres. Donc, il restait encore 10 km à faire. Et l'anecdote fait que un jour, les Russes, ils ont pu arriver à descendre un fameux U-2. Et peut-être avez-vous souvenir d'une affaire qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait l'affaire de Gary Powers, qui a été fait prisonnier par les Russes, qui a été utilisé par Khrouchtchev à l'époque, ce qui a valu à Khrouchtchev d'ailleurs de taper sur le pupitre de l'ONU avec ses chaussures. Et l'U-2, en particulier, a été primordial pour stopper net la crise de Cuba. À l'époque, les Russes installaient des missiles sur l'île de Cuba. A planned summit between the US, UK, France and the Soviet Union on the 16th of May collapses when Khrushchev leaves after the first day, following a refusal by Eisenhower to apologize. Gary Powers is convicted of espionage, but eventually returned home following a prisoner swap for Soviet spy Rudolf Abel in 1962. Voilà à partir d'où on a eu les premières photos de l'espace. C'est à partir de l'U-2. Et ces premières photos de l'espace ont été prises par des Américains. Oui. Les Russes ont dû faire la grimace, non ? Pour faire la grimace, ils ont fait la grimace. Ils ont d'autant plus fait la grimace, c'est qu'ils ont découvert qu'en plus du programme U-2, nos amis américains avaient développé un programme qui s'appelait Corona à l'époque, qui était vraiment un programme d'observation militaire de la Terre. Et c'est dans ce programme Corona, ils ont développé des satellites qui s'appelaient les Keyhole, trous de serrure en français, attention. Et ces Keyhole étaient des monstres. Le premier a dû être lancé en décembre 59. Bon, ça a été un échec. Le lanceur, il a eu quelques difficultés. Il a explosé en altitude. Et ensuite, le deuxième, le KH-2, a été lancé tout début 60. Ça a été une réussite totale. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très amusant et probablement surprenant, c'est que à l'époque, on ne savait pas numériser les photos comme on le fait maintenant. À l'époque, ces gros satellites, parce qu'ils faisaient quand même quelque chose comme 4 tonnes, ils étaient une orbite basse, 125 km, 350 km. Ils embarquaient de gros boîtiers où il y avait 4 appareils photo. Et ces photos étaient prises sur un film argentique. Qui dit film argentique, dit développement classique, révélateur, fixateur, rinçage, ainsi de suite. Et quand il est là-haut, il fallait le faire redescendre, le boîtier. Les Américains, ils ne sont pas embêtés. Ils entouraient ce boîtier d'un bouclier thermique, comme ils étaient entre 125 et 350 km. Le bouclier thermique permettait de rentrer dans l'atmosphère sans faire brûler les appareils photo. Et après, quand ils s'étaient rentrés dans l'atmosphère, le boîtier photographique, il y avait un parachute qui s'ouvrait avec des suspentes qui devaient faire entre 50 et 60 mètres. Et il y avait un avion qui arrivait, passait au-dessus du parachute. Il avait sorti comme une espèce de... Une grande tige. Oui, une grande tige, mais il y a plus que ça. C'était un double crochet. C'était un double crochet, donc ça passait à la verticale. L'avion passait juste au-dessus du parachute. Cette grande barre passait au milieu des suspentes. Le parachute se repliait sur la suspente. On remontait cette barre à l'intérieur de l'avion. On refermait la soute de l'avion. On redescendait au sol et on développait les... En fait, il fallait surtout choper le matériel avant qu'il soit dans l'eau. Absolument. Donc, il y a comme un grand crochet qui venait choper ça jusqu'avant qu'il amérisse. Absolument. À l'époque, c'était un avion qui était un avion extrêmement... qui a beaucoup servi aux Américains et aux Occidentaux après, qui s'appelait le Globemaster de son nom. Un bimoteur bipoutre. Alors, pourquoi bipoutre ? Parce qu'il avait 2 poutres qui amenaient jusqu'à la dérive arrière. Mais revenons le 4 octobre 1957. Ce jour-là, l'Union soviétique lance le premier satellite artificiel, Sputnik. Cette petite sphère d'aluminium munie d'émetteurs radio diffuse son célèbre bip-bip pendant une vingtaine de jours. 3 mois plus tard, il retombe et brûle dans l'atmosphère. Depuis, il a eu beaucoup de petits frères, car plus de 5000 satellites de diverses nationalités ont été mis en orbite.
Doter la France d'une zone de lancement spatiaux équipée des installations les plus modernes, tout en assurant l'essor économique et social le plus large de la Guyane, tels sont les deux objectifs qu'a poursuivi le CNES. Une grande œuvre française en Guyane. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuons. L'anecdote un petit peu, c'est que les Russes, techniquement, n'avaient pas le niveau des Américains. Et les Américains, bien que ces systèmes soient protégés, soient secret défense, ont laissé filtrer une photo, soi-disant, qui était protégée, dans la revue de la défense américaine, qui s'appelait, à l'époque, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait Janes. Et ils ont laissé filtrer une photo dans cette revue, avec, sur le bord à Mourmansk, sur le bord du quai, il y avait 2 grosses îles, avec 2 personnes qui descendaient de ces grosses îles, où on voyait, il y avait 2 sous-marins nucléaires. Alors là, les Russes, ils ont carrément été de très, très, très mauvaise humeur. Très, très mauvaise humeur. Alors, pour essayer de combler leur retard, eux, les Russes, ils ont procédé en lançant quelque chose comme 900 satellites espions. Parce qu'à l'époque, c'était des satellites dits espions. L'armée, elle aussi, a ses propres satellites qui lui permettent de communiquer sur des fréquences réservées, bien sûr, mais aussi d'observer. Et oui, comme l'espace n'a pas de frontières, on peut espionner les voisins sans créer d'incidents diplomatiques. Alors là, c'est pas moi, je te jure. Oui, je sais. Je suis dedans. Ça veut dire quoi, t'es dedans? Tu contrôles un satellite espion, là? Un ancien satellite espion qui va enfin remplir sa mission initiale. Mais donc, si je comprends bien, au départ, c'est un peu comme la météo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les militaires qui ont tout lancé. D'ailleurs, très souvent, c'est comme ça, parce que finalement, ce sont les militaires qui obtiennent le plus d'investissement au départ, puisque c'est pour la sécurité du pays, etc. Et puis après, c'est passé plus dans le domaine civil. Ah ben, c'est passé dans le domaine civil parce que l'évolution du militaire vers le civil, dans les technologies développées par les militaires, c'est quelque chose qui est très courant. Hein. On le retrouve en informatique, on le retrouve en aviation, on le retrouve sur des véhicules roulants, enfin sur des moteurs en particulier. Et pour les militaires, ils avaient, eux, déjà enlevé le mot de satellite espion, même si tout le monde savait que leurs satellites, c'était des satellites espions. Ils avaient fait preuve d'une délicatesse de vocabulaire remarquable. Ils appelaient ça des satellites de reconnaissance. Or, la reconnaissance, elle peut être civile ou elle peut être militaire. Mais il y a quand même une connotation espion, une connotation je vais voir quelque chose que tu ne devrais pas voir. Ils ont changé et ils ont appelé ça des satellites d'observation de la Terre, qui est un vocable qui convient très très bien aux civils que nous sommes. Hein. C'est pas agressif, ça fait pas je m'immisce dans votre vie privée. Non, non, pas du tout. Et c'est comme ça que le nom du satellite d'observation de la Terre est devenu courant et utilisé. Même les volcans n'échappent pas à la vigilance du satellite. Grâce à lui, on peut suivre le trajet du nuage de gaz qui sort du cratère. Spot est aussi très utile pour les forestiers. Ici, les feuilles sont dévorées par les chenilles. Eh bien, les zones à traiter apparaissent en noir sur les photos. C'est donc bien de satellites d'observation de la Terre qu'on va parler maintenant. On avait déjà dit qu'ils faisaient partie de la même famille que les satellites de météorologie, c'est-à-dire des satellites à défilement. Reste à voir maintenant la différence de ce qu'on va trouver à bord de ces 2 différents types de satellites. Les satellites météorologiques sont une partie des satellites d'observation de la Terre. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'ils ne mesurent pas les mêmes choses. Un satellite d'observation de la Terre comporte 2 types de mesures, géophysiques et géographiques, et climatiques si l'on veut bien. Mais qu'on pourra poursuivre sur les satellites d'observation de la Terre à la prochaine fois. Car il y a plein de petites choses à dire sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils nous donnent, sur ce qu'ils nous apportent. Merci Yann. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Allez, à la semaine prochaine.